Celui que je reçois aujourd'hui à cette escale de Jeanne est un homme multiple. Une vie multiple, des langues multiples, mémoire multiple, flou multiple, descente aux enfers, résurrection. Ajoutez aussi qu'il est allemand, que son grand-père a fait la dernière guerre, que son père a toujours refusé de répondre aux questions de ce fils, que sa mère, petite fille, pendant la guerre, s'est détruite dans le silence de l'après-guerre, et lui a été cet enfant, vivant dans tout cela. Et je commence cette escale de Jeanne par cette phrase qui scande un de ses livres, et qui pourrait être la phrase fondatrice de qui est Andreas Becker, car c'est lui. Le canapé était bouteille vert, ça je me souviens. Andreas Becker, bonjour. Bonjour Jeanne Orion. Diriez-vous que vous êtes un miraculé aujourd'hui? Je l'ai toujours été, un miraculé. Enfin, tout homme ou toute femme, enfin tout être humain peut être miraculé. En ce qui me concerne, oui, en fait c'est un peu un miracle que je sois là. Pas tellement par ce que j'ai vécu, déjà par le fait que mes parents ne s'aimaient pas, ma mère ne voulait pas d'enfant, en tout cas pas de cet homme. Donc c'est un destin absolument improbable, deux destins de guerre très difficiles, tous les deux ont extrêmement souffert de la guerre, ce qui les a rendus inaptes à la vie, parfaitement inaptes à l'amour, parfaitement inaptes à la compréhension de l'autre. Donc c'était quand même deux personnes très blessées, chacune des deux à sa façon. Mon père aussi était extrêmement blessé par son histoire. D'ailleurs, votre père faisait taire l'enfant qui posait les questions, qui voulait écrire, peut-être parce qu'il n'avait pas envie de réécouter l'histoire. Enfin, mon père, son histoire était tellement dure qu'il ne pouvait pas accepter qu'on en parle. Dans le déni. Pardon? Dans le déni de tout ça. Ah oui, complètement. Oui, oui, non, mais parfaitement. Mais c'était tellement... Enfin, c'était le... Il venait d'une petite ville de l'Est qui est aujourd'hui à la frontière avec la Pologne, dans le Mecklembourg. Et en fait, ce qui s'est passé à la fin, quand les soldats russes sont arrivés, ils ont déclaré les villes ouvertes, villes libres. Oui. La ville libre, c'était terrible, comme mot qui m'a beaucoup interrogé. Ça voulait dire qu'il n'y a pas de loi. Oui. Il n'y avait aucune loi. Les soldats avaient le droit de faire ce qu'ils voulaient. Oui. Évidemment, c'était voulu par les généraux, c'était la vengeance aussi, ce que les Allemands avaient fait subir aux Russes, essentiellement aux femmes russes. En gros, ça voulait dire que les hommes avaient le droit de violer les femmes. Toutes les femmes ont été violées dans ces villes libres. Et les femmes se sont très souvent, il y avait des sorties stériles généralisées, les femmes se sont suicidées. Et comme dans l'idéologie nazie, il faut comprendre l'idéologie perverse, évidemment, des nazis, c'était ou les nazis gagnent ou c'est la fin du monde. Et donc les femmes qui étaient convaincues aussi de cette idéologie tuaient leurs enfants. C'était la fin du monde. C'est terrible. Donc mon père a subi de sa propre mère donc une tentative de suicide. Enfin, il a été suicidé par sa propre mère. C'est terrible. Sa mère a succombé, était morte, et lui, il a survécu. Il ne pouvait pas en parler. C'était impossible pour lui. Andreas, quand on a une enfance abolie comme la vôtre, parce que vous avez quand même payé aussi un peu le pot cassé de tout ça, comment fait-on pour garder confiance, ou plutôt estime aux adultes censés vous protéger? Est-ce qu'on garde? Non, on ne garde pas confiance. Non. C'est quelque chose qu'il faut... Oui, enfin, j'ai eu de la chance, donc chez mes parents c'était la catastrophe pratiquement en permanence, donc on peut faire une croix dessus, il n'y avait rien, il n'y avait pas de livre, il n'y avait pas de discussion, il n'y avait pas de musique, il n'y avait rien. En tout cas en ce qui me concerne, pour moi il n'y avait rien, il n'y avait pas de nourriture, ni spirituelle ni intellectuelle, pour moi c'était le désert complet. J'ai eu de la chance parce que j'étais dans une très très bonne école, j'ai eu des professeurs extraordinaires. Jeune, c'était juste après 68, donc il y avait tous ces changements. J'ai eu le droit vraiment d'apprendre à l'école. Mais
ce qui manquait, c'est la confiance. La confiance, ça vient de la mère, peut-être du père. De l'amour aussi. De l'amour, je n'en ai pas eu. Donc je manquais de confiance et j'ai surjoué, donc d'une certaine manière, la confiance parce que je manquais de confiance. En allemand, il y a un mot pour ça qui s'appelle le Urvertrauen. Vertrauen, c'est la confiance, ça c'est pas un souci. Et Ur, le préfixe Ur, c'est tout ce qui vient des ancêtres ou du fond de l'histoire. En fait, le Urgroßvater, c'est l'arrière-grand-père. Et donc c'est le UR, pardon. Ur, c'est quelque chose qui est très difficilement traduisible. C'est on va dire une confiance que tout cela fasse sens. Et cette confiance basique en soi-même, on ne l'a pas. Je ne l'ai pas eu. C'est déjà une petite destruction à la base. Donc il faut la retravailler, il faut la reconquérir dans une vie. Et c'est tout un processus de vie après. Alors justement, très tôt vous lancez je dirais comme des expéditions punitives contre vous-même. Ouais. Rébellion, désordre, chaos, alcool, tout le reste. Ces formes d'amnésie brutale pour survivre au brutal, ça marche combien de temps? Oh, ça marche assez longtemps quand on a une constitution physique qui va avec, parce que ça coûte cher. En ce qui me concerne, ça a marché une bonne trentaine d'années. C'est-à-dire, j'ai commencé à 15, 16, 17 ans et j'ai commencé à me dire sérieusement qu'il fallait que je m'arrête quand j'avais la fin de quarantaine, une dizaine d'années maintenant, parce que le corps ne suivait plus. Enfin, mais j'ai à peu près tout fait, oui. Après, on reviendra comment vous êtes revenu, entre guillemets, à la vie. Mais je voulais vous dire, aujourd'hui, quand je dis le mot résurrection, ça veut dire revenir à quelque chose. Est-ce qu'on pourrait dire que ça va mieux? Oui. Oui, ça va beaucoup. Enfin, non, ça va bien. Ça va bien. On peut dire que ça va bien. Alors, moi, j'ai quand même, parce que j'ai eu l'occasion de vous voir quelques fois, et de vos amis aussi, et vous avez gardé comme une petite faille, assez imperceptible, mais... Par exemple, quand on n'est pas d'accord avec vous, vous êtes triste soudain et vous vous fermez. Comme si on vous renvoyait à ce tais-toi tuant du père. Et autre chose aussi, vos gestes. Quand vous êtes dans une assemblée où vous n'êtes pas vous sur scène, vous vous mettez toujours de côté et vous vous accroupissez par terre. Comme si vous vouliez regarder tout, mais sans être spécialement vu. Vous êtes resté dans ce schéma-là. Bon, en fait, quand on manque de confiance, dans un premier temps, on peut la regagner, hein, c'est pas... Mais bon, c'est long et difficile. Mais quand on manque de confiance, on cherche... Pourquoi je dis on? Je cherchais... Oui. J'essaie de... Je me cache un peu, mais j'arrête de me cacher. Je cherchais en permanence l'amour de l'autre, dans le regard de l'autre, même pas la reconnaissance, vraiment l'amour de l'autre. Même dans la rue, dans un bus, enfin de... Et quand j'avais pas, quand je lisais pas dans le regard de l'autre cet amour, ça me rendait triste. Donc ça m'a resté, heureusement, vivement les failles. En ce qui concerne cette tendance que j'ai un peu à ne pas me mettre en avant, je le suis déjà assez souvent en avant, ça me gêne pas du tout, j'aime bien être sur scène, je suis dans le film, je fais le show, enfin, ça me gêne pas du tout. Mais dans la vie, si je suis pas en scène, j'aime bien regarder les autres, ça me gêne pas du tout de m'asseoir par terre, d'être plus bas que les autres, je n'ai plus besoin d'être en permanence au centre de l'intérêt. On reviendra après sur votre enfance par l'intermédiaire de votre livre, Ulla ou l'effacement. Mais je voudrais commencer par l'écriture, les mots. Au début, vous les avez un peu essorés, vous les malmenez, vous parlez comme pour vous-même en onomatopée du silence. Et au fur et à mesure, le mot, la phrase s'éclaircit. Qu'est-ce que les mots pour vous? Et qu'est-ce qu'ils ont remplacé en désordre? Dans un premier temps, les mots, pour moi, c'était une matière de lutte. Oui. J'étais en rébellion, en permanence. Je le suis toujours un peu, à juste titre, je trouve. Mais les mots étaient une matière
presque hostile, contre laquelle j'ai lutté. J'avais cette idée qu'il fallait tordre les mots pour en extraire quelque chose de dissible, de vérifiable, d'aimable. Et donc j'étais dans une lutte avec les mots. C'était une lutte nécessaire, je pense, qui a d'ailleurs donné des résultats avec lesquels je suis plutôt en accord, pas toujours, mais plutôt en accord. Mais j'ai vu au bout d'un certain temps que le processus se répétait et perdait son sens et qu'il fallait aussi aller dans une autre direction. Donc je sentais en moi la nécessité d'aller ailleurs. Et je pense souvent ce sont les notes annonciatrices d'autres choses quand on sent ça. On se dit, bon, je l'ai fait, c'est bien, et maintenant? Et donc est arrivé autre chose, est arrivé l'amour des mots. Alors les titres de vos livres, à mon avis, c'est comme un chemin de fer de votre propre vie. Est-ce que vous pouvez me les dire les uns après les autres? J'ai commencé par l'effrayable, Oui. donc qui est une sorte de création de mots entre effroyable et l'effrayant. Oui. Je me voyais comme ça, comme quelqu'un qui effraie les autres et qui est effrayé, qui est triste par les autres, mais qui rend les autres tristes aussi. Le deuxième livre s'appelle Nébuleuse. Là, c'est plus sous l'influence de mon éditrice. Oui. J'avais d'autres propositions. Bon, finalement, c'est Nébuleuse. Ça correspond bien au livre quand même. Ensuite, un titre qui est très important, Les Invaincus. Oui. Il s'est imposé très tard, ce titre, Les Invaincus. J'ai cherché très longtemps. Et en fait, j'aimerais bien réécrire un livre qui s'appelle Les Invaincus. Je trouve que c'est un de mes meilleurs titres. Est-ce que je suis invécu? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est les autres qui me vivent? Est-ce que je vive? Est-ce que je peux vivre seul? Qu'est-ce que ça veut dire vraiment être vécu et pas invécu? Où est le réel là-dedans? Je trouve ça vraiment, j'aime beaucoup ce titre. Ensuite, c'était Gueule. Oui. Ça claque. C'était à partir des gueules cassées de la Première Guerre mondiale, mais je ne voulais absolument pas l'appeler gueule cassée. Oui. Évidemment, c'est le point de départ, mais nous sommes tous des gueules cassées, sauf que pour nous, ça se passe en quelques décennies, la transformation de notre visage, tandis que pour eux, ça se passait en un claquement de secondes, comme ça. Donc ça s'appelle Gueule, nous sommes tous des gueules. Qu'est-ce qu'il y avait après Gueule? Il y avait Ulla ou l'effacement. Ulla ou l'effacement. Le titre est très intéressant parce que moi j'avais appelé, le manuscrit s'appelait Ulla. Ulla, voilà. Et pour moi c'était une évidence que le livre s'appelle Ulla. Et au tout dernier moment, à une réunion avec mon éditeur, avec mes éditeurs Pascal Cotin et Jean Richard, oui. Jean dit... Éditions d'en bas. Oui, aux éditions d'en bas, on était en Suisse, il dit tout bas, presque timide, or c'est pas un homme timide, et si on disait Ulla ou l'effacement? Et ben oui. Et donc, justement, Ulla ou l'effacement, parce que pour moi, c'est un peu votre livre fondateur. Mm-hmm. Il y a eu tous ces titres, et on arrive à Ulla. Ulla, c'est votre maman. Et autour d'elle, dans le livre, quand on le lit, il y a une sorte d'enfant qui tournoie dans une danse infernale. Il tournoie autour du silence de sa mère, de son alcoolisme, de son sourire triste. Et au fur et à mesure que Ulla s'efface, justement, vous, Andreas, vous apparaissez. Alors, pour ceux qui n'ont pas lu votre livre, dites-nous rapidement Ulla ou l'effacement. Rapidement, c'est difficile. Oui, je sais. Ça raconte, dans un premier temps, effectivement, l'histoire de ma mère. Donc, ma mère est née à Hambourg en 1939. Donc, elle a passé toute son enfance sous les bombes. Oui. Parce que la ville de Hambourg était détruite comme Dresde, comme d'autres villes. Mais à Hambourg, s'est passé quelque chose d'absolument effroyable, qui était la tempête de feu. Donc, oui. Ça a dû être l'enfer, enfin, inimaginable. Et donc, les enfants et les adultes, les femmes qui restaient en ville, vivaient dans les bunkers, pratiquement en permanence. Sauf que le feu était tellement fort qu'il fallait quitter le bunker parce qu'il n'y avait plus d'oxygène dans les bunkers. Et donc, il fallait se jeter dans les flammes.
Et ma mère, c'était ça son enfance. C'était essentiellement, ça passait en 43, donc elle avait 4 ans. Pour elle, c'était le moment fondateur de sa vie. Elle n'a pas pu en parler, ça c'était parfaitement impossible aussi, pour une sorte de double punition pour les femmes allemandes, parce que non seulement elles étaient victimes, mais elles étaient aussi femmes et mères, et peut-être même engagées, en tout cas, elles étaient femmes et mères de nazis, de soldats ou de... C'était victimes et coupables. Oui. Donc, on a dit à ces femmes, taisez-vous, vous n'avez rien à dire. Et donc, ces femmes, pour ma mère enfant, méprisée, c'était terrible de ne pas pouvoir s'exprimer. Et donc, la plupart, beaucoup sont tombés dans l'alcool ou dans l'abus de médicaments. Pour ma mère, c'était les deux. Et elle a sombré très rapidement dans une sorte, vous avez dit sourire triste, c'est sympathique de le dire, mais c'était un sourire absolument niais. Elle était inculte, elle était injuste, elle était fantaisiste, elle était drôle. Mais elle ne m'aimait pas, on peut le dire très clairement comme ça, parce qu'elle était incapable d'exprimer de l'amour ou peut-être d'aimer. Plus tard, elle avait un amant, ça allait un peu, elle avait un peu aimé. Mais, donc, elle a sombré très vite dans les médicaments et l'alcool, et elle est morte d'une cirrhose de foie à 46 ans. Et le livre ne raconte pas uniquement cette histoire, c'est pas l'autofiction, parce que ça raconte en fait la tristesse dans la voix, dans les mots, la douceur, l'immense amour que j'ai eu pour elle. Oui. C'est l'amour filial. Le garçon qui est là, c'est moi, qui regarde tout ça, mais qui est impuissant aussi, et qui ne peut attendre que ça se passe, et qui beaucoup plus tard, combien d'années après sa mort, je ne saurais même pas le calculer, peut-être 30 ans après sa mort, arrive à écrire ce livre. En fait, le livre, c'est un monument aux femmes. C'est un monument aux femmes victimes. Et j'étais extrêmement touché parce que Jean-Denis Bonan en a fait un film Magnifique. Qui s'appelle Bleu Palebourg. Et donc c'est moi qui suis le personnage principal du film avec Sophie Bourrel, avec l'actrice Sophie. Et mais j'ai pas vu le montage, j'ai pas vu les images. Donc Jean-Denis ensuite, après le tournage, a fait le montage, et j'ai vu donc le film une fois qu'il était fini chez Jean-Denis sur l'ordinateur. J'étais tellement ému, tellement touché, j'étais en larmes une fois que j'avais vu le film. Et je dis à Jean-Denis, maintenant on pourrait dire que sa vie a servi à quelque chose. Ouais. On aurait pu le dire du livre, mais j'aurais jamais osé dire ça du livre parce que c'est moi qui l'ai écrit. Mais comme c'est Jean-Denis qui a fait le film, là je pouvais le dire. Mais je crois que Jean-Denis a été fouillé encore plus dans le livre pour sortir les images que vous aviez vous. Parce que dans le livre, on est très touché, vraiment. Mais dans le film, on voit passer, on a cette mémoire visuelle, on voit passer le port, Ouais. où on a des passages, on en reparlera, et c'est magnifique. Justement, ce livre se termine. Là, je voudrais que vous me lisiez ce dernier passage parce qu'il est, à mon avis, fondateur. C'est moi qui lis? Oui. C'était à cet instant-là, précisément, que le monde s'arrête. Il y a là, comme une fente dans le monde, un instant de quelques centièmes de seconde, un instant qui n'a pas de temps, mais tout s'arrête. Pour cet instant-là, le monde n'existe plus. C'est si court qu'on pense que ça n'a pas été, mais ça s'engouffre là, tout. Et après, c'est disparu. Elle était ma mère. Elle s'appelait Ulla. Je m'appelle Andreas. Voilà. Et à ce moment-là, le prénom est sorti. Oui. Alors, ce que je trouve terrible dans ce que je vais vous dire, c'est que c'est comme s'il fallait que Ulla meure pour que Andreas puisse vivre. Parce que je m'appelle Andreas.
Dans tous vos livres, vous ne vous êtes jamais prononcé. Non. C'est il, c'est d'autres prénoms. Mais là, je m'appelle Andreas. C'est un moment, voilà. Et c'est terrible. Autour de ce fauteuil, bouteille, verre hypnotique, le temps d'avant hypnotique, l'histoire avec un grand H hypnotique, et vous êtes revenu de tout cela. Alors, comment vous êtes revenu? Bien sûr, l'écriture, mais il y a quand même ce passage entre tout ce qui s'est passé et l'écriture, ce que vous êtes aujourd'hui. Je crois beaucoup à ce que j'appelle les forces de l'esprit, je ne suis pas le seul, et ça s'exprime d'une certaine manière dans une vie qu'on ne comprend pas toujours. Quand je suis né, ma mère avait 23 ans. Oui. Quand elle était morte, elle en avait 46. Autrement dit, on a passé 23 ans ensemble. Et elle a vécu 23 ans sans moi avant ma naissance. 23 ans après, j'ai écrit ce texte. Pile. C'est fou. J'ai fait le passage du temps. Elle était donc 23 ans seule. Oui, On était 23 ans ensemble et j'avais vécu 23 ans ensuite seul. Pour moi, ce rythme, la reconstruction se fait dans un rythme. La langue se fait dans un rythme, un livre se fait dans un rythme, on fait de la musique. Il y a un rythme de la vie. Je ne sais pas jusqu'où ça va aller, évidemment, mais il y a un rythme. Alors la reconstruction se fait en se glissant dans ce rythme. Je ne crois pas à une force supérieure qui régit tout ça, mais je pense qu'il y a un sens qui s'exprime dans une certaine rythmicité de la vie que j'essaie de traduire. Donc, et en cela, Hula ou l'effacement, c'est un nouveau départ dans mon écriture, parce que j'accepte que ce rythme se glisse dans mon écriture sans que je lutte contre. Et le texte préparatoire pour Hula ou l'effacement avait commencé, j'avais regardé aujourd'hui avec les ordinateurs, c'est facile, j'ai calculé le jour exact où j'avais l'âge qu'elle avait le jour de sa mort. Donc c'est toujours ce séquençage du temps. Donc j'ai calculé 46 ans, temps de jours, les années bissextiles, enfin tout ça, et j'ai calculé mon âge le jour même où j'avais atteint l'âge, où je commençais donc à dépasser l'âge. J'ai écrit un texte préparatoire, et la première phrase c'était « Aujourd'hui j'ai l'âge éternel de ma mère ». Parce qu'une fois je pars du principe qu'une fois qu'on est mort, on garde l'âge éternel. On ne bouge, le temps est aboli. Donc, aujourd'hui, j'ai l'âge éternel de ma mère. Et là, je suis sorti de quelque chose, j'ai dépassé l'âge éternel de ma mère. Tout le processus de la sortie, on va dire, des agressions contre moi-même, de la drogue et tout ça, pour moi, ça a commencé ce jour-là. Et donc, ça a mis encore un certain temps, évidemment, de travail, parce qu'après, il faut travailler. Mais je crois en ce rythme. Et je crois que plus on se glisse plus on le sent. Je pense que chacun sent ça. Il y a des cycles, il y a des rythmes, il y a des répétitions, il y a des variations dans les répétitions. Évidemment, on ne vit pas la même chose. Mais il y a quelque chose comme ça qui se répète et sur lequel on peut influer un tout petit peu. On ne va pas changer la face du monde. Mais on peut se dire, j'avais déjà vécu une certaine situation comme ça, j'avais déjà réagi un peu comme ça, essayons de voir un peu autrement les choses. C'est ça le processus de la reconstruction dont vous parliez. C'est comme ça que vous vous êtes reconstruit, vous êtes revenu de tout cela. Andreas Becker, vous parlez de rythme de la vie, du rythme de chacun. Mais vous êtes aussi un homme en mouvement. Même quand vous lisez vos livres, lors de rencontres, vous entrez en scène comme sur un ring. Vos cheveux blonds scandent les mots autant que votre voix. Hypnose du public sous hypnose. Si on coupait vos cheveux, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas. Qu'est-ce qui accompagnerait votre voix? Alors, si vous coupiez mes cheveux, alors déjà, j'aurais beaucoup de problèmes avec moi-même. Bon, c'est parce que ça fait partie de mon image et je suis au moins aussi narcissique que la moyenne. Donc, ça fait partie de ce que je vois dans la glace. Ça fait j'ai commencé quand j'étais jeune, j'avais des cheveux longs comme maintenant.
C'est une nature, vos cheveux. Après, je les avais coupés parce que j'étais rentré dans la vie des affaires et tout ça, et j'étais père de famille, enfin, et je pensais... C'est vrai que ça donne du panache quand vous avez vos cheveux, que vous... Ouais, mais je pensais, pour rentrer dans la vie comme il faut couper les cheveux, il faut s'habiller, enfin, comme tout le monde, tout ça. Donc, quand je commençais, comme je vous disais tout à l'heure, à me poser cette question de sortir de tout cela et de me retrouver un peu dans mon enfance, j'ai aussi commencé à laisser couper les cheveux. Si on les coupait maintenant, ça changerait complètement mon corps, parce que j'accompagne mes lectures par mon corps. Oui, je sais, c'est très physique. Est-ce que vous êtes toujours cet homme dispersé? Parce que vous faites beaucoup de choses. Et est-ce que c'est intéressant d'être un homme dispersé? Dispersé n'est pas négatif. Non, je le suis moins maintenant. Ouais, je le suis moins maintenant. Je suis très concentré sur ce que je fais. Je suis extrêmement discipliné. Je me lève entre 4 et 5 heures du matin pour travailler. Je travaille beaucoup. Je trouve que c'est très important de travailler, d'avancer, mais je me concentre. J'ai essayé beaucoup de choses, mais je suis un écrivain. Oui. Je travaille un peu, j'apporte un peu mon soutien au travail de Jean-Denis Bonon pour les films. C'est lui qui fait les films. J'essaie d'aider, en fait, de participer autant que possible. J'écris un peu les textes, on discute un peu ensemble. Je fais de la peinture, mais je ne suis pas un peintre. En fait, j'ai pas... Donc vous êtes un écrivain. Je suis un écrivain. Je mets mes textes en scène si je peux. Donc mais bon, mais aujourd'hui, je suis un écrivain. J'ai plus honte de le dire. C'était très difficile. Voilà. C'est comme ça. J'écris des livres. Peut-être que je sais un tout petit peu faire ça. Et je le fais tous les jours. Alors justement, vous avez écrit un dernier livre sur lequel on passera rapidement, parce que vous avez fait un roadshow avec, etc. C'est Alcool, mon amour. Et vous avez en même temps, c'est un livre sur l'alcool, et bien entendu, vous, est-ce que vous avez gardé cette nostalgie de l'alcool? Non, pas du tout. Pas du tout. Non. Et ce livre, c'est pour vous, pour votre mère, pour tous ceux qui vous accompagnent. Oui. Rapidement. Enfin, pas que pour ma mère, parce que bon, elle était alcoolique, mon père était alcoolique aussi, donc c'était pas... Et c'est pour l'alcool, pour sensibiliser. Oui, et moi je m'en suis sorti. J'ai essayé, je pense que j'ai essayé par une sorte de perversion que j'avais pas compris, de montrer au monde que ma mère, et mon père aussi, n'était pas mort d'alcool. Oui. Qu'on ne mourrait pas d'alcool. Oui. Donc j'ai fait une sorte d'auto-expérimentation, je me suis... Ramassé? Non, mais je me suis bourré d'alcool pendant 25 ans, mais tous les jours. Je pense pour montrer qu'on ne mourrait pas de ça jusqu'au moment où, pour moi, ça commençait aussi à devenir difficile. Donc moi, je suis sorti de la maladie d'alcool, c'est une maladie. Je ne regrette pas du tout. Je ne regrette ni d'avoir été malade, pas du tout. Ça fait partie de ma vie. Mais j'ai aucune nostalgie aujourd'hui de l'alcool. Je m'en fiche, mais réellement. Je vous ai entendu dire, je suis devenu un autre une fois. Qui est devenu l'autre, justement? Je veux dire le premier, celui qui était vous. Et est-ce que vous n'avez pas peur qu'il revienne? Ou bien vous l'avez tenu à distance? Non, j'ai pas peur. Non. Oui, mais la question elle est très bonne, elle est très justifiée, surtout parce que longtemps je me suis méfié de l'autre, de moi-même. J'ai eu peur de moi-même qui revienne, justement. Dans l'agression, dans l'auto-agression, dans la prétention, dans l'arrogance, enfin tout ce qu'on peut, comme ça. Et c'était un long travail avec ma psychologue sur cette peur, de perdre cette peur. Parce que la peur que ça revienne est une très bonne motivation pour boire de l'alcool. Hein. Ça s'auto-nourrit. Où est l'autre? Mais il est là. Attention au microphone. Il est là. Il est en moi. Il est toujours là. Il fait partie. Hein, il est là. Il est moteur aussi d'une certaine énergie. Oui. Mais c'est pas l'ennemi. Comme tout à l'heure je disais la langue. Il n'y a plus d'ennemi. Il s'est transformé. Mais il fait partie aujourd'hui de moi. Oui. Si j'ai cette discipline, cette volonté, cette force de travailler,
ça vient de là aussi. Donc il est là. Donc c'est très bien. Oui. Il y a des très bonnes choses. Surtout ne pas regretter. Oui. Ne pas avoir honte de ce qu'on a fait. C'est comme ça. On l'a fait, très bien. Maintenant on fait autre chose. Et on n'a pas peur que cet autre rebondisse à un moment donné et reprenne la main, non? Non. Non. Non, j'ai plus peur, non. Quand on parle de vous, on dit souvent Becker, comme une marque Ouais. privée, comme Beckett, voilà, je vous fais plaisir. Merci. Êtes-vous votre propre marque, Andreas Becker? Oui. Oui. Qu'est-ce que On peut le regretter ou pas, c'est comme ça. Aujourd'hui, un écrivain est une marque. Oui. Moi, ça ne me gêne pas du tout. Enfin, il y a tellement... Il n'y a plus rien qui me gêne. En fait. Je suis sorti de ça. C'est comme ça aujourd'hui. Donc oui, je suis une marque. Je me vends un peu avec. Quand je fais des lectures. Mais bon, j'aime ça aussi. Hein. C'est pas non plus... j'aime bien quand il y a la lumière, je travaille avec un musicien, je vais faire un concert littéraire avec un ensemble de musique contemporaine. De vivre déjà est un art vivant. J'aime bien les applaudissements à la fin, j'aime bien quand on me dit que c'était formidable, même si peut-être c'était pas si formidable que ça, mais j'aime bien quand on me fait des compliments. Donc on ne va pas nier ça. Tout ça, c'est une marque. Évidemment, on est aussi, aujourd'hui, là où nous vivons, une marque commerciale. C'est tout à fait ça. Ça ne me gêne pas du tout. J'aimerais bien que mes livres se vendent un peu plus. Ça voudrait dire qu'il y a plus de lecteurs. Dans un premier temps, je pense à ça. Je gagnerais un peu plus d'argent. Ça ne me gênerait pas non plus. Non, mais c'est la vie, quoi. Donc, je suis pleinement dans la vie. J'essaie d'apporter ce que je peux apporter, le mieux, je pense, ce que je sais faire le mieux, c'est l'écriture. D'autres personnes, ils ont d'autres talents, ils savent faire autre chose. Pour moi, c'est ça maintenant. Je ne pense pas que ça change encore. Je pense que maintenant, je suis là où je voulais être. Alors, Becker, et que je devais être. Mais vous avez aussi quelque chose de très intéressant. Vous avez une zone blanche, vos zones blanches. Vous disparaissez des écrans, de partout, on ne peut plus vous atteindre et vous ne voulez plus atteindre quelqu'un. De temps en temps, on se dit, Becker n'aimait plus. Et vous avez cette charité quand même d'écrire sur les réseaux sociaux ailleurs, de ne pas vous inquiéter, vous revenez. Cette zone blanche, votre retrait, même votre page, parce que vous enlevez tout. Ouais. Et pourquoi? C'est très intéressant. J'ai, par mon éducation, par l'école, par le statut de ma famille et tout ça, le côté culturel qui m'intéresse beaucoup. J'aime l'opéra, j'aime la musique classique, je lis énormément, j'aime les débats philosophiques, je vais au Collège de France, etc. Bon, tout ça, c'est très bien. Mais, par le côté de ma mère, elle vient d'une famille extrêmement simple, j'ai un côté culture populaire. Oui. J'adore taper le carton, Oui. raconter des blagues, me promener avec mes enfants. Oui. Je vais même aller plus loin et vous faire un aveu. J'aime regarder les matchs de foot à la télé. J'aime ce genre de choses. J'aime la musique, les chansons populaires. J'aime Renaud, j'aime autant Hervé Villard. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce que je fais de temps en temps? Mais je fais ça. Je prends mon vélo. J'adore regarder le Tour de France. Je fais l'école du Tour de France dans les Pyrénées, dans les Alpes. Zone blanche, c'est pas vraiment blanche. Vous êtes Non, non. Mais je m'éclipse, on va dire, du monde culturel. De la marque. De la marque. Voilà, de fabrique. Je fais des choses extrêmement simples. Je prends mon vélo avec des sacoches derrière. Je vais sur les campings. J'adore les gens sur les campings qui jouent aux boules. Et ça fait 40 ans qu'ils n'ont pas ouvert un livre ou regardé un film. Et on va se raconter que c'est quand même un scandale que Mbappé coûte 180 millions d'euros. J'aime ça. Je me nourris beaucoup de ça. J'aime aller au troquet, au zinc, discuter, papoter. Et beaucoup de mon écriture vient de là aussi. Après, je reviens au vernissage après. Donc vous revenez à la vie de scène. Oui, oui. Je reviens sur votre prénom. Au téléphone, quand vous appelez, vous dites « Allô, c'est Andreas ». Et je trouve ça très, très doux, très joli. Oui. On a l'impression que le fait d'avoir retrouvé votre prénom, c'est votre, comment dirais-je, c'est votre rencontre.
avec vous-même. C'est un défi aussi. Je suis Andreas, c'est juste. Andreas, je suis beaucoup Andreas qu'Andreas Becker. Voilà. J'ai remarqué quand je dédicace mes livres, oui. J'ai écrit en bas Andreas. Andreas, j'allais vous dire. Même quand je ne connais pas les gens, je signe Andreas. Je signe Andreas, pas. Andreas est concurrent de Becker ou bien quoi? En fait, je vous raconte une petite anecdote là-dessus. J'étais marié très jeune. Une fois, c'était un mariage un peu... C'était une petite folie comme ça. Oui. Et déjà à l'époque, en Allemagne, on pouvait prendre le nom de sa femme. Oui. Ce que j'ai fait. Oui. Donc j'ai quitté le nom Becker. Ce qui a évidemment scandalisé la famille. Enfin, ça se faisait, c'était il y a longtemps, ça ne se faisait pas. On a divorcé même pas un an après, parce que c'était une petite fantaisie comme ça, ce mariage. On était restés amis après, mais on a divorcé. Et j'ai gardé le nom, à ce moment-là, de mon ex-femme. Ah. Donc ensuite, je me suis remarié en France il y a presque une vingtaine d'années. Et j'avais promis à ma première femme, donc de ne pas garder son nom pour une deuxième épouse. Oui. C'était notre deal. Je pouvais garder le nom pour moi, mais pas pour moi. Oui. Donc au moment où je me suis remarié, j'ai repris le nom Becker. Oui. Mais ça fait qu'une vingtaine d'années que je m'appelle. Avant, je m'appelais autrement. J'ai fait une parenthèse. Donc Andreas est resté. Donc ça reste Andreas. Voilà. Et j'aime beaucoup le prénom Andreas, ça veut dire l'homme en grec, l'homme dans toute sa splendeur. Non, mais l'homme, j'aime bien, ouais, ouais. Je m'appelle Andreas, j'aime bien ça. Ouais. Vous avez adopté les filles de votre ancienne compagne, je crois, parce que vous ne vouliez pas d'enfants. J'avais lu dans Les Invaincus, je ne suis pas père et je ne le serai jamais, c'est un de vos personnages. Être père, c'est avoir un fils. Donc vous avez préféré accompagner des filles, des jeunes filles. Je ne voulais pas avoir d'enfants, peut-être, en tout cas, je n'en ai jamais eu. Donc ça se fait comme ça. Vous êtes très fier de votre fille. Ensuite, j'ai adopté effectivement les 3 filles de ma compagne à l'époque. Et malgré la séparation d'avec la mère, ouais. Ce sont restés mes enfants. J'en suis vraiment très fier. Ce sont 3 belles filles. Grande maintenant, évidemment. J'ai 4 petits-enfants. Et c'est une famille choisie. Et c'est autre chose qu'une famille subie. Oui. Curieusement, aucune de mes cousines, aucun de mes cousins n'a fait d'enfants. Donc je pense qu'il y a un effet de blocage générationnel par rapport à ce que je vous disais, oui. Par rapport à ces horreurs de la guerre, qui ne se sont pas exprimées aussitôt dans la première génération d'après, mais dans la deuxième. Nous sommes tous, dans cette génération-là, dans cette famille, incapables de faire des enfants. Et je suis le seul à avoir adopté les enfants, donc ce qui est un acte de volonté. Oui. J'ai aussi attendu que mes enfants, ou que les enfants, soient adultes pour le faire, parce que comme ça, il y avait réciprocité. Donc on est allé devant le juge de famille. Vous êtes adoptés mutuellement. Et il fallait s'adapter mutuellement. Et je ne sais pas si on peut défaire une adoption, comme on peut divorcer, en tout cas, de toute façon, ce n'est pas à l'ordre du jour. Et je suis très ému quand je les vois. Elles parlent encore plus que moi. Donc ça, ça parle dans tous les sens. Elles sont magnifiques, elles sont vivantes. Et oui, si j'ai fait quelque chose de bien dans ma vie, je pense que c'était de l'accompagner ces enfants vers l'âge adulte. C'était quelque chose dont je peux être fier. Ouais. Andreas, on a hélas, le temps nous oblige. On aurait aimé assez longtemps parce que Andreas est un personnage, Becker en est un autre et votre vie en est à elle seule aussi quelque chose. J'ai l'habitude, à la fin des rendez-vous ou des escales de Jeanne, de demander à mon invité s'il a envie de lire quelque chose, de chanter quelque chose. Mais par contre, je vais te demander quelque chose en allemand. Ah. Est-ce que c'est possible? Oui, ça va être possible. Je vous ai répondu, je pense, il y a en tout cas un an, non, c'est impossible. Oui. Ça, j'aurais refusé, ça c'est sûr. Non, maintenant, je refuse plus. En plus, vous voulez que je chante? Non. Ma mère chantait une petite chanson. Oui.
qui exprime, je pense, au mieux son caractère. Parce qu'en plus, c'était une femme un peu coquine. Oui. Ah, c'est ça. Mais dans le sens populaire Oui. du sens, en fait, il n'y avait pas de... Donc, elle me chantait, attendez Jeanne, elle chantait, il faut que je trouve en allemand maintenant, c'est pas facile. Da oben auf dem Berge, da fährt eine Bahn, da haben sie dem Schaffner sein Ding abgefahren. Attendez, maintenant je vais le chanter en français. Attendez, il faut que je trouve même le... Oui, je suis ému. Là-haut sur la montagne, il y roule un train. C'est là qu'ils ont coupé au conducteur son machin. Ah, voilà, j'ai même trouvé le rime. Encore une fois. Da oben auf dem Berge, da fährt eine Bahn. Da haben sie dem Schaffner sein Ding abgefahren. Vous voyez, Jeanne, il ne faut pas chanter ce genre de choses aux enfants. Ça peut donner des écrivains qui, plus tard, écrivent des livres qui s'appellent la castration. Je vois aussi que ça donne des larmes. Oui. Ben oui, j'ai jamais chanté et en plus en allemand, donc c'est très émouvant pour moi. Oui. Mais bon, c'est possible maintenant. C'est possible maintenant. Ouais. Vous savez, Andreas, au fur et à mesure de cette rencontre, je me rends compte que vous avez plus connu de votre mère qu'elle n'a connu de vous, au fond. Parce que c'est pas parce qu'elle est morte seulement, c'est parce qu'elle était absente pendant tout ce temps-là, quelque part, là où elle s'était enfermée. Mais vous avez tout gardé. Par exemple, cette chanson qui est très, très coquine, très jolie. Ouais. Voilà. Et elle aurait été fière et heureuse d'être avec nous, vous l'auriez aimée, c'est sûr. Mais si elle n'était pas morte, je n'aurais pas écrit le livre. Oui. Donc, il fallait ce que vous disiez tout à l'heure. C'est très juste, il fallait qu'elle meure pour que moi je vive et pour que le livre vive, c'est sûr. Pour moi, si vous voulez, quand je revois un peu votre enfance, votre vie, etc., parce que dans beaucoup de livres, vous parlez de votre père, j'ai l'impression que Ulla, c'est fini. Comme vous avez dit, elle a pris l'âge éternel, elle est morte, et vous avez vécu. Je m'appelle Andreas. Mais quelque part, vous avez toujours, et on ne va pas faire de la psychologie à 3 balles, mais vous avez toujours cette maman absente. Maman, vous n'avez pas connue. Non. L'histoire n'est pas finie. Elle a vécu, ce que je disais tout à l'heure dans une petite demi-phrase, elle a vécu une histoire d'amour. Oui. Magnifique. Oui. J'ai beaucoup aimé l'homme aussi. Ah, c'est bien ça. Oui. J'aurais souhaité une seule chose, c'est qu'elle parte vivre avec cet homme. Oui. Je lui ai même dit, j'avais 14 ans. Et elle était partie avec cet homme pour un voyage à Paris. Ah. À Paris. Et elle m'avait envoyé une carte postale de ce voyage que malheureusement je n'ai pas gardé. Mais je voyais, donc, elle avait une écriture très enfantine comme ça. Et elle a écrit « Nous sommes heureux ici et nous aimons ». Et ça voulait évidemment dans un premier temps dire « Nous aimons Paris », mais en réalité ça voulait dire « Nous nous aimons ». Et là, elle était heureuse. Et ça n'a duré très peu de temps. Et mon prochain livre va raconter cette émotion-là. Pas l'histoire, parce que c'est pas, encore une fois, je ne fais pas de l'autofiction, mais cette émotion de bonheur intense qu'elle a vécue et qui finalement était impossible à garder. Ça s'est mal terminé. Mais elle a vécu le bonheur, très courte. Mais vous avez gardé le souvenir de cette carte postale et vous allez en faire un livre. Vous allez continuer à prolonger. Oui, parce que là, il y a quelque chose de très intense dans sa vie qui se traduit dans ma vie. Il y a plein de brisures, de déséquilibres, de recherches, de failles. Enfin, c'est très bien d'ailleurs, tout ça. Il y avait en elle, sans doute, non, mais certainement, une force de vie, mais qui ne pouvait pas s'exprimer. Voilà. Et moi, je l'exprime maintenant. Je vous dis, la vie, elle est belle. L'amour est magnifique.
Donc, et maintenant, il s'agit dans mon travail d'exprimer l'amour qu'elle n'a pas pu exprimer, mais que moi, maintenant, je peux exprimer. Je suis allé au-delà de l'âge éternel de ma mère. C'est joli, c'est très beau. C'est magnifique. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons parlé beaucoup de vous, nous avons parlé aussi de votre mère, nous avons parlé aussi d'un sujet qui est aussi un peu tabou, c'est que sont devenus les enfants et les familles allemandes après la guerre. Il n'y a plus de musique, il n'y avait plus rien, parce que là aussi, il y a comme une sorte après toutes les horreurs qu'il y a eu, et moi-même, je me sens un peu touchée par tout ça, parce que mes petites filles sont allemandes, donc elles grandissent, je dirais, avec ce double sentiment, coupable et victime en même temps. Ouais. Voilà. Ouais. En tout cas, je vous remercie pour la petite chanson. On va la faire ah là, c'était une grande première, Jeanne. Voilà. C'est moi qui vous remercie c'est très touchant. De m'avoir poussé jusqu'à là. Et c'est très touchant. Merci beaucoup, beaucoup. Vous êtes un homme qui revenait d'un grand trauma commun. Vous avez vraiment un parcours qui est une espérance. Et je pense que c'est aussi une leçon pour beaucoup de gens de se dire qu'on peut s'en sortir, même si l'autre est toujours là, il n'est pas là pour revenir, il s'est transformé quelque part. C'est ça. Bon vent, Andreas, dans vos projets, parce que vous en avez beaucoup. Et merci beaucoup d'être venu à cette escale de Jeanne. Et nous finirons, comme à l'habitude, avec le générique de Alain Warraud. Merci beaucoup, beaucoup. Merci, Jeanne. Merci beaucoup.